les propositions suivantes concernent l'articulation scapulo-humérale. L'articulation scapulo-humérale est une articulation sphéroïde, très mobile, mais peu solide. Oui, c'est juste. Le bourrelet glénoïdal rétablit parfaitement la congruence des surfaces articulaires. Non, c'est faux. La tête de l'humérus reste toujours plus grande que la cavité glénoïdale agrandie de son bourrelet. La face médiane du bourrelet glénoïdal est adhérente à la cavité glénoïdale. Oui, c'est juste. La face latérale du bourrelet glénoïdal est en continuité avec la cavité glénoïdale et répond à la tête de l'humérus. Oui, c'est juste. Le rayon de courbure de la cavité glénoïdale est beaucoup moins important que celui de la tête de l'humérus. Non, c'est faux. La cavité glénoïdale est une dépression peu profonde, donc son rayon de courbure est très grand. Le rayon de courbure de la cavité glénoïdale est beaucoup plus grand que le rayon de courbure de la tête de l'humérus. Question numéro 5. Les propositions suivantes concernent la tête de l'humérus. Elle représente environ le tiers d'une sphère de 50 mm de diamètre. Oui, c'est juste. Elle est plus étendue dans le sens antéro-postérieur que dans le sens vertical. Non, c'est l'inverse. Elle regarde en dedans, en haut et en arrière. Oui, c'est juste. Elle est plus grande que la cavité glénoïdale agrandie de son bourrelet. Oui, c'est juste. L'axe de la tête de l'humérus forme avec l'axe diaphysaire un angle d'inclinaison de 30 degrés environ. Non, de 130 degrés. Question numéro 9. Les propositions suivantes concernent les ligaments de l'articulation scapulo-humérale. Le ligament coraco-huméral encadre le tendon du chef-long du biceps brachial. Oui, c'est juste. Les ligaments gléno-huméraux moyens et inférieurs délimitent une zone faible de la capsule articulaire. Oui, c'est juste. Le ligament gléno-huméral moyen est le plus épais et le plus résistant des ligaments gléno-huméraux. Non, c'est le ligament gléno-huméral inférieur qui est le plus puissant. Le tendon du chef-long du biceps brachial est intracapsulaire mais extrasynovial. Oui, c'est juste. Et ça, c'est dans la majorité des cas. Seulement, il peut rarement être entouré entièrement de membrane synoviale. Dans ce cas, il est intracapsulaire et intrasynovial. L'absence de ligaments sur la face postérieure explique la fréquence des luxations postérieures de l'épaule. Non. Explique la fréquence des luxations antérieures de l'épaule. Question numéro 14. Les propositions suivantes concernent les mouvements de l'abduction de l'épaule. L'axe de l'abduction-adduction est horizontal et fait avec le plan scapulaire un angle de 30 degrés. Non, l'axe est sagittal et perpendiculaire au plan scapulaire. L'amplitude atteint 90 degrés lorsque la scapula est fixe. Oui, c'est juste. L'amplitude atteint 160 degrés lorsqu'il y a une bascule de la scapula. Oui, c'est juste. Le muscle deltoïde est stabilisateur, le muscle supraépineux est mobilisateur de l'articulation. Non, c'est l'inverse. Le mouvement d'abduction est arrêté par la tension du ligament gléno-huméral inférieur. Oui, c'est juste. Question numéro 17. Les propositions suivantes concernent l'articulation scapulo-humérale. La flexion et l'abduction peuvent atteindre 160 degrés lorsqu'il y a une contre-bascule de la scapula. Non, c'est faux. Lorsqu'il y a une bascule de la scapula. La rotation médiane du bras peut atteindre 90 degrés en portant le pouce vers la vertèbre thoracique T4. Oui, c'est juste. L'amplitude de rotation latérale du bras est de 35 degrés. Oui, c'est juste. L'amplitude de la rétropulsion peut atteindre 90 degrés. Non, l'amplitude de la rétropulsion est de 30 degrés. Le ligament coraco-huméral limite les mouvements de flexion, extension et d'adduction. Oui, c'est juste.